Moi, l'idée, c'est de minimiser la contrainte. Et déjà, être le plus libre de mon temps, mais surtout le plus libre de la charge mentale. Pour moi, ça joue aussi énormément. Plus tu fais du chiffre d'affaires, plus tu peux déléguer et au final, moins travailler toi-même, quoi. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Fabrice. Salut Mathilde. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, je suis très contente de te recevoir. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Avec grand plaisir, il paraît que c'est ta première interview. C'est ma première interview, mon premier podcast. T'as un parcours particulièrement polé, donc j'avais bien hâte de t'interviewer. Eh bien, c'est hyper sympa d'avoir pensé à moi. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Bah, du coup, je vais t'inviter à te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Alors moi, c'est Fabrice, j'ai 31 ans. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, je me considère comme entrepreneur. Et j'ai fondé une agence de marketing. On fait de la publicité en ligne sur Google et YouTube pour des e-commerçants. Ok. Donc voilà, en deux mots, en une phrase, ce que je fais aujourd'hui. Eh ben, je t'invite à nous raconter comment t'en es arrivé là, parce que t'as fait pas mal de choses avant ça. Ouais, c'est assez long, parcours un peu atypique, comme on peut le dire. Mais moi, j'ai fait des études en finance, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai un bac+5 en gestion d'actifs financiers, pour être précis. Wow, donc très différent de ce que tu fais actuellement. Exactement, ouais, hyper différent. Pourquoi je suis allé dans cette voie? C'est une bonne question. Ça remonte au lycée. Ouais. Au lycée, moi j'ai fait un ES, donc économie, et en fait j'avais un peu une passion pour l'économie. Et ensuite, quand je suis allé à la fac, c'était un peu la suite logique de ce parcours-là. Donc j'ai fait une licence d'économie. Dans la licence, j'ai eu un peu plus d'appétence entre guillemets pour tout ce qui était finance, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au final à faire un master en finance, des stages en finance et une alternance en finance. Là, c'est sur le papier, ok, ça a l'air intéressant, mais dans les faits, en fait, au bout de, un an d'alternance, donc deux stages de 6 mois, je me suis réellement dit, ok, c'est vraiment pas fait pour moi. Ah ouais, pourquoi ça? Déjà, c'est marrant, mais moi, ce que je reproche un peu à la fac, c'est qu'on peut idéaliser un métier, en fait, juste parce qu'on a vu des fiches métiers, on a vu 2-3 infos. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas sur le terrain, c'est hyper compliqué de se faire une idée d'un métier. Et en fait, c'est que réellement pendant l'expérience pro, hein, les stages, l'alternance, qu'on se rend compte que à quoi ça ressemble réellement. Alors moi, déjà, d'une part, je fitais pas trop avec l'univers, entre guillemets, de la finance. Moi, je voyais juste ça un peu comme un métier entre guillemets, mais je me suis jamais dit est-ce que ça me correspond vraiment, en fait. Je l'ai fait parce que c'était assez sécuritaire, entre guillemets. Il n'y a pas de problème à trouver de job dans ce domaine-là. Alors, on va pas se mentir aussi, c'était des jobs qui rémunèrent bien. Donc c'est vrai que moi, en sortant d'études, je me suis dit ok, je vais pouvoir aller dans une voie où j'aurais pas trop de problèmes à trouver un taf bien payé. Et en fait, c'est vrai que moi j'étais un peu, on va pas dire que j'étais le vilain petit canard de la finance, mais c'est vrai que je retrouvais personne, entre guillemets, qui me ressemblait. Moi, j'aimais bien à l'époque un truc qui m'a marqué, hein, j'allais souvent en festival ou autre, et il y avait toujours mes autres collègues, même stagiaires, qui avaient le même âge que moi, qui trouvaient ça un peu bizarre, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'était pas du tout le même la même ambiance. Ouais, la même ambiance, le même milieu que moi, au final, dans lequel j'avais l'habitude d'évoluer. À l'époque, j'étais un peu on me le dit péjorativement, un peu un hipster, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on m'appelait toujours comme ça, le hipster de la finance. Donc au début, c'était marrant au début. Et après, au final, je me rends compte qu'au-delà de juste faire un travail au quotidien, c'est vrai que si tu fites pas complètement, enfin surtout moi, hein, par rapport à ma personnalité, c'était compliqué de me dire ok, je vais juste au travail, je fais mon travail, je repars.
Et puis voilà, c'est juste ça, quoi. Ouais, t'attendais plus de la vie que ça. Ouais, c'est un peu ça. Et à la limite, si le travail était vraiment intéressant, au début, oui, parce que honnêtement, moi, quand j'ai fait mes études, hein, j'étais un peu passionné par ce domaine-là. Mais après, au fur et à mesure, c'est vrai que quand la routine s'installe, etc., bah, tu prends un peu moins de plaisir à ce que tu fais au quotidien. Et quand, bah, au final, ce que tu fais au quotidien, tu prends plus de plaisir, plus le cadre, t'as un peu l'impression d'être un ovni. Bah voilà, au final, tu te sens pas le mieux du monde, quoi. Ouais, c'était mon cas en particulier, quoi. C'était en quelle année, ça? C'était en 2013. Parce qu'en 2013, j'arrive à Paris pour faire mon Master 1 à la Sorbonne. Après cette année-là, je fais 2 stages en finance. Et juste après, je fais mon Master 2 en alternance. Donc en tout, entre guillemets, j'ai eu quasiment 2 ans d'expérience en finance, mais toujours en tant qu'étudiant. Et au final, j'ai jamais travaillé dans cette voie à la fin de mes études. Et là, c'est le premier virage à 90 degrés. Parce qu'au final, moi, je me suis rendu compte que ça me plaisait de moins en moins. Mais je me suis pas laissé abattre, entre guillemets. Bon, là aussi, c'est sur le papier, mais c'est vrai que dans les faits, j'étais vraiment, vraiment perdu. Je me suis dit comment je peux essayer de sortir de ça. Parce qu'au final, master très spécialisé. Je travaillais même dans la finance, dans une branche très précise. Moi, j'aimais bien tout ce qui était start-up à l'époque. Et en fait, il y a une branche de la finance qui s'appelle la FinTech, donc finance tech. C'est toutes les startups qui évoluent dans le monde de la finance. Donc là, pareil, Master 2, je m'intéresse de plus en plus à ça. On a un intervenant, donc là, c'était vraiment sympa, un intervenant qui justement travaillait dans le milieu, tout ce qui était financement de startups, le business model des startups, etc. Sur la promo de 30, ça intéresse personne, sauf moi. Parce que à l'époque, c'était pas forcément aussi prestigieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la startup, c'est vraiment, c'est presque la nouvelle finance, quoi. Toutes les personnes qui sortent d'écoles de commerce, etc., ils veulent bosser dans des startups. Ouais. À l'époque, c'était les startups, c'était des boîtes qui avaient pas d'argent, qui payaient pas. C'est un peu différent aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ça. Donc le cours m'intéresse vraiment, et en fait, je me dis, ok, je vais essayer de m'intéresser à ça parce que ça me permet de faire le pont entre moi, ce que j'aime un peu plus au plus profond de moi, entre guillemets, et ce que je suis en train de faire pendant mes études. Et ce qui m'a permis de vraiment faire ce pont-là, donc c'est cette intervention et surtout le mémoire de fin d'études. On pouvait choisir le sujet qu'on voulait. Et moi, j'ai choisi de traiter justement, de faire un mémoire sur la FinTech. Mon maître de stage, donc j'avais un maître de stage côté fac et un autre côté entreprise aussi, parce que j'étais en alternance. Les deux m'ont dit ah, t'es sûr de faire ce sujet, etc. Moi, j'étais sûr, j'étais convaincu, et ça m'a permis d'interviewer justement des patrons de boîtes dans la FinTech, notamment une boîte qui est aujourd'hui assez connue qui s'appelle Yomoni, mais à l'époque c'était pas très connu. Donc c'est vrai que avec le recul, je me suis dit cette interview c'était vraiment sympa, et le mec était vraiment hyper accessible, etc. J'arrive dans les bureaux, table de ping-pong, personne en costume cravate, etc. Et je me suis dit ok, en fait c'est ça que je veux faire, quoi. Parce que au tout début j'étais hyper content d'être en costume tous les jours, mais en août quand il fait 35 degrés le costume t'es un peu moins, ouais, c'est ça, t'es un peu moins fier de le porter, entre guillemets. donc je fais mon mémoire, et en fait c'est ce mémoire là qui m'ouvre, entre guillemets, les portes d'un monde un peu plus vaste qui est lié aux startups. Et surtout pendant ce mémoire là je me suis intéressé au cabinet de conseil. Donc en fait t'as des startups qui vont directement essayer de disrupter le monde de la finance, et t'as des cabinets de conseil qui vont essayer de convaincre les acteurs un peu plus traditionnels d'être un peu plus dans le digital, d'un peu plus correspondre un peu à ce que font des startups. L'avantage en conseil, c'est qu'ils regardent un peu moins l'expérience de manière linéaire, entre guillemets. Ce qui intéresse, c'est justement la curiosité. Et en fait, c'est à chaque fois ce mémoire qui m'a permis d'avoir des entretiens, accès à des entretiens dans ces boîtes-là. Et je suis tombé sur un cabinet qui s'appelle 12 Consulting, qui justement était spécialisé en transformation digitale pour la banque, la finance et l'assurance. Donc en fait, ça collait complètement. Premier entretien, je le fais dans une brasserie. Dans une brasserie? Dans une brasserie. Ah, on est loin du monde de la finance, là. Ouais.
Complètement. C'était une belle brasserie, mais c'était quand même une brasserie. Donc j'y vais sans cravate, pour moi, grosse révolution. Et au final, après plusieurs entretiens, et donc ce cabinet m'a fait confiance. Donc top. Donc voilà, là c'est mon premier virage à 90 degrés de la finance au conseil. Au conseil. Bon, c'est pas réellement à 90 degrés, on va dire 45. Ouais, t'as fait un bon pont en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais surtout, j'étais en plein doute, hein, parce qu'au final, c'est vrai que j'avais un master, comme je le disais, qui est assez précis. Et j'avais aucune idée de ce que réellement mon profil pourrait intéresser d'autres boîtes en dehors de la finance, quoi. Et est-ce que t'avais aussi, tu te posais la question si ça allait te plaire aussi? Est-ce que c'était pas un test aussi pour savoir tester si ça te plairait plus? Tu savais d'avance un peu à quoi tu t'attendais ou pas? Je savais pas réellement à quoi m'attendre, mais pour moi c'était plus une fuite, en me disant voilà ce que je veux pas. Et je suis arrivé dans un autre domaine, en fait je connaissais rien, hein. Dès que j'ai commencé à travailler dans ce cabinet de conseil, donc je travaillais avec des développeurs, des UX designers, etc. Moi je connaissais un peu la surface, mais ça avait vraiment rien à voir avec ce que je faisais auparavant. L'avantage c'est que c'était des choses qui s'apprennent assez facilement, donc j'ai été bien formé, et c'était en gros on mettait en place des nouveaux logiciels, hein, chez nos clients, globalement. Ça s'apprend un peu sur le tas. Mais surtout l'environnement était complètement différent. Le fait de collaborer avec des développeurs, avec des UX designers, c'était pour moi c'était tout nouveau, quoi. Vraiment, c'était une très agréable surprise. Ouais, ça t'a plu? Ouais, ça m'a vraiment plu. Surtout le cadre aussi, le cadre un peu start-up. Honnêtement, quand on passe d'un milieu, un peu, j'y reviens encore, mais costume cravate, où moi j'avais l'impression d'être un peu à part. Là, c'était plus du tout le cas. C'était des profils vraiment différents, qui viennent un peu de background un peu différents. C'est moins réglementé, c'est moins rigide entre guillemets. Enfin, il y a moins de code. Donc c'était vraiment beaucoup plus appréciable, quoi. Tu t'identifiais plus là-dedans aussi? Ouais. Quand j'étais dans la finance, j'avais un peu aussi l'impression de faker un peu qui j'étais. Et là, j'étais complètement au naturel. Et bon signe pour la suite. Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, je me suis jamais dit, ok, je recherche ça. Mais je me suis dit, j'essaye d'éviter un peu ce que j'ai déjà fait dans le passé. Donc pour moi, ce qui était vraiment important, c'était le cadre. Peu importe au final les tâches que je faisais, hein, parce que j'ai postulé, je crois que j'ai fait une candidature spontanée. Donc je savais vaguement ce qu'il faisait, mais j'ai pas répondu à une offre. Je pense que s'il y avait eu une offre qui disait il faut maîtriser ça, peut-être que j'aurais jamais postulé, parce que au final déjà j'avais jamais travaillé en CDI, j'avais fait que des stages d'alternance, et surtout c'était pas du tout mon domaine de compétences de base, quoi. Ah, c'est intéressant. Donc même quand toi t'as répondu à l'offre, t'étais intéressé plus par le cadre que par la tâche à faire, entre guillemets. C'est ce qui te motivait? Ouais, globalement c'était ça. En fait, même dans le conseil, je choisissais un peu les cabinets pour lesquels je voulais postuler. Donc là, sur le site, justement, ça mettait en avant les locaux avec toute la collection de street art. Une petite anecdote, hein, ils se faisaient livrer des paniers repas, des paniers de fruits et légumes le vendredi, etc. Donc ça en dit long un peu aussi sur la culture d'entreprise. Sur le blog, il y avait pas mal de photos où on les voyait en séminaire ou autre. Ils étaient en tenue classique. Donc voilà, c'est même dans le conseil, hein, il y a de tout, hein. Il y a des cabinets de conseil à la Défense où c'est un peu la même ambiance qu'en finance. Moi là, je postulais pas du tout. Ah si, j'ai postulé justement sur c'était juste un peu pour me faire un peu de l'expérience en termes d'entretien, et c'était dans un cabinet de conseil à la Défense qui avait justement une business unit, enfin une branche digitale. Donc moi je me dis ok, branche digitale, top, je postule. J'arrive à l'accueil en costume mais sans cravate. J'étais le seul. De pas avoir la cravate? J'étais le seul. On était, je crois, 10-15 personnes à l'accueil comme ça, mais un peu comme dans les films à l'américaine, où ils t'appellent par ton nom au fur et à mesure. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc j'y vais quand même. Ouais. Je suis pas parti, hein. Et pour te dire, la personne qui était en face de moi, cette phrase, hein, je l'ai encore dans ma tête, et elle me dit pourquoi vous n'avez pas fait une école de commerce comme la plupart des gens ici? J'ai complètement oublié ce que j'ai répondu, mais j'étais tellement... Je me disais, mais attends,
je vais partir, c'est pas possible. Je crois que j'ai baragouiné quelque chose sur les valeurs de la fac ou je sais plus trop quoi, mais je pense que ça a marqué. Il m'avait pas pris, mais j'étais soulagé. Ah oui, tu m'étonnes. Bah, ça fitait pas dans les deux Ouais, sens, quoi. non, ouais, pas du tout, quoi. Malgré le côté un peu digital, bah au final, c'était un peu ce que je fuyais auparavant. Donc je voulais pas du tout reproduire ça, quoi. Ouais, le modèle classique, et tu cherchais peut-être plus d'authenticité à ce moment-là. Ouais, non, clairement. T'as travaillé combien de temps, du coup, dans cette boîte de consulting après? J'ai travaillé 2 ans. Les 6 premiers mois, tout se passe bien, j'apprends énormément de choses, toutes les étoiles sont alignées, etc. Parce que j'étais encore dans la découverte. Après, encore une histoire de, de routine, il y a certaines choses qui me déplaisent un peu plus. Au final, sur le côté startup, j'aimais bien d'un point de vue extérieur, mais parfois c'était un peu trop aussi. Le côté famille, j'étais pas trop dans le délire, entre guillemets. Même si ça avait des énormes avantages, hein, c'était trop bien, on avait des apéros tous les vendredis, etc. Mais j'y allais pas forcément tout le temps, mais c'est surtout, je pense que j'avais du mal aussi à avoir l'impression de faire partie d'un collectif, vouloir faire grandir la boîte, etc. Moi, j'étais un peu dans une optique aussi, moi je fais mon travail, et à la fin de la journée, c'est fini, quoi, ciao, quoi. Mais ça, je pense que c'est un peu lié aussi à ma personnalité, je m'en suis rendu compte après, que j'ai du mal à me mettre dans les choses qui sont pas 100% pour moi, entre guillemets. C'est vrai que là, en tant qu'indépendant, bah, il y a des choses que jamais je ferais pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est de l'investissement sur toi-même et tes projets à toi, plus que de l'investissement c'est clair. pour d'autres personnes, en fait. C'est clair. Et ça, au fur et à mesure, bah, c'est un peu des choses qui m'ont déplu. Mais, en contrepartie, en tant que consultant, on avait beaucoup de liberté. Moi, typiquement, j'avais un management qui était vraiment bon niveau. Il n'y avait pas du tout de micromanagement. Moi, j'avais un client à Bordeaux, par exemple, et bah, je prenais un billet pour Bordeaux et j'écrivais à mon manager, ok, je pars à Bordeaux. Et ça, pour moi, c'était l'indépendance que j'avais pas du tout connue auparavant. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment sympa. Surtout que moi, j'avais mon père qui habitait à Bordeaux. Donc typiquement, quand on avait une réunion le lundi matin à Bordeaux, bah, j'y allais le dimanche après-midi. Ça me permettait d'aller voir mon père. Tout ça passait sur l'entreprise. J'avais pas forcément besoin de le justifier ou autre. Et mon manager très sympa, très bienveillant. Mais au final, en tant que consultant, on a un client ou plusieurs clients et on opère plus avec eux qu'avec notre hiérarchie, entre guillemets. Donc moi, j'avais l'impression que même mon N+1, il était plus à Bordeaux que vraiment dans les bureaux à Paris. Ouais. Et c'est un peu la même relation qu'on peut avoir quand on est freelance, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a nous, le client, et ça se fait un peu en direct sans avoir personne au-dessus de nous, entre guillemets. Ouais, donc du coup, t'as goûté déjà un peu plus d'indépendance grâce au consulting, et il y avait un modèle là-dedans qui t'intéressait un peu plus que dans le salariat classique, entre guillemets. Bah, clairement, mais surtout dans le milieu de la finance, bah, typiquement, c'est très CDD, CDI, il n'y a que ça qui existe. Mais moi, dès que j'arrive dans ce cabinet de conseil, on était mis en fait sur des missions et il y avait des développeurs notamment qui étaient indépendants, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est la première fois que je parlais à quelqu'un qui était indépendant. En fait, il me disait voilà, moi je suis sur cette mission, mais je suis pas embauché par le client directement, je passe par un cabinet de chasse, etc., qui me met sur cette mission et ensuite sur d'autres. Et bah, pour le coup, ils étaient vraiment indépendants, quoi. Ils me donnaient des factures et ils se faisaient payer en contrepartie. Moi, je connaissais pas du tout ce modèle-là, ce milieu-là. Et est-ce que c'est ça qui m'a fait creuser? Ouais. Je sais pas. Je sais pas réellement. Mais en parallèle, en tout cas, je me suis intéressé à pas mal de youtubeurs qui prônent un peu la liberté, le freelancing. Je pense que le premier que j'ai suivi, c'est Antoine BM. Alors, je suis pas sûr si c'était le premier, mais c'est vrai que si on regarde mon historique YouTube, je pense que bah déjà en 2018-2019, je pense que je le suivais déjà. Et en fait, quand j'étais encore salarié, j'écoutais beaucoup de contenu de freelance, d'indépendants. Et au final,
je me suis dit, quand est-ce que je vais faire le switch? Ah ouais, donc ça, c'était quelle année à peu près quand tu... Alors, j'ai commencé en 2017, mi-2017, et j'ai démissionné mi-2019. Ok. Et donc, il s'est passé combien de temps entre l'envie de devenir passer freelance et Ouais. vraiment la concrétisation de tout ça? Ouais, raconte-nous. Alors, je sais pas exactement, mais je sais que, alors début 2019, j'avais créé mon statut freelance. Parce qu'en fait, je faisais déjà des sites WordPress, des sites internet pour des amis. Mais comme ça, à côté du taf, parce que j'avais toujours un peu une âme de créatif, entre guillemets. Ah. C'était peut-être mon côté hipster de la finance. Donc j'aimais bien faire de la création de sites sans me dire que derrière ça pourrait être rémunéré. Mais par contre, début 2019, j'ai essayé de chercher un peu comment raccrocher le wagon avec le freelancing. Donc j'ai pas cherché une mission en fait, j'ai posté sur un groupe Facebook est-ce que des personnes avaient des problèmes avec leur site ou est-ce qu'ils avaient un site à renouveler. Et j'ai trouvé une personne, c'était une agence de voyage qui justement avait un site, un vieux site, et donc moi j'ai proposé de faire la refonte de ce site-là. Je m'en souviens, c'était ma première mission, 800 euros. J'étais content parce que j'étais encore en CDI à côté. Donc bon, c'était dans l'argent de poche, et surtout ça m'a permis de valider un peu le modèle. Sachant que moi je m'étais formé vraiment par moi-même, quoi, tout seul. Là, la première fois où quelqu'un m'a fait confiance pour que ce soit rémunéré, pour moi c'était un peu un déclencheur. Et en fait, ouais, j'ai validé un peu le modèle. Bon, trop peu pour en vivre, mais de me dire au moins, voilà, c'est testé, c'est validé. Et je crois que je m'étais dit, ok, ben cette année, il faut que j'essaye de trouver une porte de sortie. Comment le faire? Je sais pas. Comment l'annoncer? Aucune idée. Et en fait, alors je sais pas si c'était un coup du destin ou autre, mais à un moment donné, il y a un de mes managers qui vient de me dire, est-ce qu'on peut faire, une réunion tous les deux? Moi, ça cogitait déjà beaucoup dans ma tête. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Je n'avais aucune idée, hein. Et il me dit, ok, on a bien réfléchi avec les autres managers, avec les associés. On aimerait bien te faire passer senior. Je sais, je crois que je me suis figé. Il y a eu un petit blanc et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et je lui dis, pour être honnête, ça fait un moment que je réfléchis. Moi, j'ai vraiment envie de développer une activité de freelance à côté. J'ai déjà vendu une ou deux missions. Et voilà, si toi tu me dis ça, moi je pense que c'est la bonne porte de sortie pour moi. Du coup, il était un peu estomaqué. Tu m'étonnes? Il a pas vu le truc venir du tout? Non, il a pas du tout vu le truc venir. Ah, parce que aussi, pendant ces 2 ans, moi j'avais un peu un syndrome de l'imposteur, mais un syndrome de l'imposteur inverse. Dans le sens, ça va être très bizarre, hein. C'est dans le sens où je j'aimais pas forcément à 1000% ce que je faisais, et j'avais trop peur que ça se voit. Donc tu vois, au final, même après 2 ans qui va me faire passer senior, c'est qu'il trouvait que j'étais compétent sur le milieu, mais moi ça m'a fait encore plus bizarre en me disant je viens tous les matins en traînant les pieds, on me dit que je suis bon, j'arrive pas à comprendre. Bon, après peut-être que j'ai bien faké entre guillemets, mais c'était encore plus horrible pour moi, tu vois, de me dire les gens sont contents de moi, etc. Et moi, qu'est-ce que j'en retire au final? Ils sont plus limite, ils sont plus contents que moi au final d'être là, quoi. Et c'est marrant parce que tu corrèles vachement du coup ton plaisir au travail avec tes Ouais. compétences. En fait, t'as l'impression de plus être bon à ce moment-là quand tu y trouves plus de plaisir? Bah, justement sur le côté pour moi là ce que je fais en tant qu'indépendant, je suis très dans l'extra mile justement, essayer de toujours de me former aux dernières stratégies marketing, etc. Et pour moi c'est un réel plaisir, hein, c'est pas forcément un travail. Je peux écouter un podcast par exemple au sport sur ce sujet-là, c'est des choses que je fais assez naturellement. Et quand j'étais dans mon ancien taf, pour moi juste faire mon travail, j'avais l'impression que alors peut-être qu'ils attendaient plus, peut-être que ma hiérarchie attendait plus de moi, que j'ai jamais su au final, mais du coup juste faire pas le minimum syndical, mais juste faire assez, j'avais peur que justement que ça se voit et qu'on me dise mais attends, il faut essayer d'en faire un peu plus, etc. J'étais pas trop dans l'esprit de groupe, justement. Le seul
parce que en 2 ans, du coup, j'ai eu une évaluation annuelle. Et ça faisait partie d'un des barèmes, le côté esprit de groupe, raconter mes victoires, etc. Moi, j'étais pas du tout dans ça, moi. Vraiment pas, quoi. J'aimais bien la relation que j'avais avec mes clients, mais le fait de raconter, c'était exactement la phrase, c'était faire rayonner la boîte. Ça, en fait, c'était noté sur 5. Je crois que j'avais 2, un truc comme ça. Moi, j'étais pas trop dans ces trucs de faire rayonner la boîte. C'était c'était juste une question de personnalité ou autre, hein. T'étais pas investi dans... J'étais pas investi en dehors de mes tâches, entre guillemets. Ça, j'avais peur que ça se voit, et même sur mes tâches aussi en tant que telles, j'avais peur que ça se voit, que je fais pas le minimum, mais que je fais juste assez, quoi. Et du coup, j'imagine que ça t'a libéré aussi plein de possibilités avec le freelancing, parce que là, quand t'es ton propre patron et que c'est toi qui mènes tes projets, t'es responsable de tout. Ouais. Et pour le coup, en termes d'investissement, c'est plus pareil. Ouais. Hein, on est bien d'accord. C'est complètement différent. Ouais, et ça t'a plu? Ouais, raconte-nous. Alors du coup, je quitte en juillet 2019. Donc à la base, c'est vraiment pour le côté freelance, hein. C'est pour me dire, je développe mon activité. C'était pas forcément pour le côté voyage. On va y revenir après. Mais par contre, pour marquer le coup, avec ma copine, on est parti 1 mois au Japon. Ok. Pour moi, c'était les plus grandes vacances que j'ai jamais eues. Parce que c'est vrai que dans mon parcours, moi, j'ai assez enchaîné l'été, les jobs d'été, après les stages, etc., etc. Et là, c'était mon premier vraiment élan de liberté, aller au Japon. Ouais, en octobre 2019. Et en fait, de juillet à octobre, je me suis lancé en freelancing. Je préparais un peu le terrain, je me formais. Pas du tout comme il faut au final avec, avec le recul. Enfin, avec le recul, là, je me rends compte de plus en plus que ma devise, c'est la vitesse. La vitesse d'exécution, c'est vraiment quelque chose qui me faisait défaut. C'est-à-dire passer 1 semaine et demie à faire un site, à faire ton site pro alors que personne va dessus. Voilà, ça c'est l'exemple des choses que je recommanderais pas, par exemple à une nouvelle personne qui veut se lancer. Mais par contre, j'ai signé un premier client juste avant de partir au Japon. Ok. Ouais. C'est ton Premier client vraiment en tant qu'indépendant, en ayant quitté mon travail, quoi. Donc je m'en souviens, j'avais fait un appel, même j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle pour finaliser un peu tout ce qui était contrat, etc. Et au final, dans ce voyage au Japon, c'était une petite mission, donc j'ai dû bosser peut-être on est parti 20 jours. Sur 20 jours, j'ai dû bosser peut-être 3-4 jours. Mais en tout cas, c'était le fait de me dire ok, je bosse depuis le Japon, c'était assez fou au final pour l'époque. Tu revalidais aussi que c'était possible? Ouais, à ce moment-là. Ouais, complètement. Ouais. Même si, comme je le disais, c'était pas du tout, j'ai pas du tout quitté mon travail pour ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font pour avoir plus de liberté, pour avoir justement la possibilité de voyager ou autre. Moi, c'était vraiment, si je reste dans cette entreprise, c'est mort, quoi. Je vais je vais mal finir, quoi. Ouais. Donc moi, c'était plus l'échappatoire de me dire, je veux faire autre chose de ma vie plutôt que de me dire, j'ai besoin de plus de liberté, de quitter un peu le métro boulot dodo, quoi. Okay. En gros. Ouais, ça a été les avantages que tu as chopé sur le freelancing après, mais c'est pas ce que tu recherchais en premier lieu. Complètement. Pour moi, je trouve que ça fait partie des avantages du métier, entre guillemets. Mais c'est vrai que si t'aimes pas ce que tu fais aussi au quotidien en tant que freelance, ou si ça te pèse, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose aussi à faire. C'est contre-productif de le voir comme ça. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, là, si je retrace bien, tu crées des sites web à ce moment-là? T'étais 100% là-dessus? Ouais, alors je créais des sites web, je faisais un peu plus, parce que alors justement, cette expérience un peu en consulting, ça m'a appris un peu à lire le marché, comprendre justement les besoins du marché. Et en fait, la création de sites, je me disais que, alors déjà, c'est un peu saturé, entre guillemets, et surtout, créer un site aujourd'hui, il y a beaucoup de tarifs qui sont tirés vers le bas. Et donc, moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux apporter de plus par rapport à ça. Et en fait, je me suis intéressé à une cible, donc des boîtes qui faisaient des logiciels en ligne, des SaaS. D'ailleurs, ce que Eric fait aujourd'hui, j'ai commencé par ça. Donc, identifier des entreprises qui ont un site qui est pas terrible en termes de design, en termes de texte, de simplification du message, etc.
En gros, j'allais sur le site. Si en une phrase, je comprenais pas ce que la boîte faisait, je me disais, il y a un problème. Et en fait, du coup, j'ai créé une offre en vendant des audits. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, avec quelques logiciels, tu peux voir facilement comment les gens naviguent sur un site. On peut enregistrer des sessions. On peut regarder aussi sur Google Analytics le parcours des gens. Ils arrivent par cette page, ils vont sur cette page, ils quittent cette page. Donc ça, toute cette partie audit, au final, c'est un vrai travail de consultant au-delà de juste faire un site. Et voilà, ça c'est entre guillemets ce que j'ai pris de ma précédente expérience. Donc audit, refonte à la fois du design et à la fois du texte pour vraiment simplifier le message. Et en fait, du coup, ça, au lieu de vendre un site, il y a beaucoup de gens qui vendent des sites à 500 euros. Moi, j'arrivais à vendre cette offre autour de 3000, 3500 euros. Ça mettait un peu plus de temps, mais ça avait une vraie valeur aussi pour le client. Et donc, t'as mis combien de temps justement à en vivre enfin, en vivre, ça dépend de la définition de chacun là-dessus, mais ouais, entre le moment où tu t'es lancé et le moment où vraiment tu t'es dit, ok, là. Alors moi, c'est un peu particulier parce que moi, j'avais toujours eu soif de faire plein de projets différents. Justement, je voyais pas juste le freelancing comme une seule activité. J'ai tenté de faire du e-commerce, de vendre des formations. Et en fait, j'ai réussi à en vivre assez rapidement. Sauf que j'ai réinvestissé beaucoup dans le business. Donc des fois, il y avait des mois où c'était compliqué, mais pas parce que j'ai pas gagné assez, mais c'est parce que j'ai trop dépensé sur des choses qui marchaient pas en fait. Ah, t'as des exemples Ouais, j'ai tenté de faire une boîte de e-commerce. Alors, mon voyage au Japon, j'étais allé sur plusieurs marchés en fait. Il y avait des petits bols en bois, des kits en fait de vaisselle japonaise. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est trop bien. Moi, j'aurais trop envie d'acheter ça, donc je vais créer un business autour de ça. Erreur aussi. Donc, c'est vrai que lancer un business juste sur ce qu'on aime, sans avoir étudié le marché, c'est pas terrible. Donc, je me suis lancé dans ça. J'ai perdu un peu d'argent. Ça a pas forcément fonctionné. Mais par contre, ça m'a beaucoup servi après pour vendre des prestations à des clients. Parce qu'au final, je maîtrisais pas mal de sujets e-commerce. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je vais y revenir. Donc voilà, ça m'a servi pour ça. Mais au final, pour en vivre, oui, j'ai réussi à en vivre au bout de 6 mois. Ouais, vraiment stabilisé. Donc sur les 6 premiers mois, j'avais des missions, mais je pouvais tout perdre entre guillemets. Mais après 6 mois, c'était ok entre guillemets. Et si j'avais pas tenté tous ces projets, au final, ça serait allé encore plus vite et surtout, j'aurais plus de côté entre guillemets. Qu'est-ce que tu referais différemment sur ces 6 premiers mois du coup? Pour moi, ce que je trouve vraiment important, c'est le focus. Le fait de m'être éparpillé dès le début sur plusieurs projets avant d'en avoir stabilisé un. Pour moi, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur et au final, je l'ai compris. J'ai compris l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'au final, s'il y a un projet qui commence à bien prendre, vaut mieux essayer de le faire croître encore, de le stabiliser, et après, lorsqu'on se dégage du temps, aller vers d'autres projets. Parce qu'en fait, au-delà aussi de la perte financière, il y a une perte aussi si tu vas sur un autre projet, c'est un temps qui n'est pas alloué au premier. Donc c'est un peu c'est un peu le piège aussi quand tu es freelance, tu peux faire ce que tu veux et c'est un peu le piège aussi. Surtout que toi t'es quelqu'un de curieux visiblement et Ouais. t'as envie de faire plein de choses différentes. Ouais, donc, non, c'est clair. Ouais. C'était le challenge pour toi, c'était de canaliser ta curiosité. Ouais, non mais clairement. Mais surtout, je me disais, alors parce qu'une activité de freelance, c'est bien, mais pour le coup, tu vends vraiment ton temps contre de l'argent. C'est-à-dire que si tu veux plus travailler pendant 2 semaines, soit t'as plus d'argent qui rentre, soit t'as plus d'argent qui rentre globalement. Donc en fait, moi, j'essaie de créer des petits business à côté qui me permettraient de décorréler en fait mon temps de mon chiffre d'affaires en fait, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment un objectif, mais je l'ai fait trop tôt. Là, c'est un objectif que j'ai toujours, mais par contre, j'arrive à mieux prioriser les choses pour que ça fonctionne mieux. Ouais. Donc comment est-ce que t'es passé du coup de la création de site à une agence? C'est ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Alors attends, j'en suis à mon combienième virage? Ah oui. Toujours dans cette histoire de virage. Ouais. Donc j'avais un client pour qui je gérais justement le site internet et après l'audit, après la refonte, etc., on a continué à travailler ensemble parce que
Au final, il lançait des nouvelles offres, donc il fallait faire des nouvelles pages, etc. Donc on a travaillé un peu sur le long terme. Et alors c'était pas forcément la suite logique, mais du coup quand tu as un site, l'idée aussi c'est de ramener des personnes dessus. Que si personne voit le site, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je me suis formé justement à la publicité sur Google. Pareil, tout seul. J'ai acheté des formations en ligne. C'est vrai que je connaissais personne qui faisait ça. Mais c'était cohérent par rapport à son service. En fait, tout simplement, en deux mots, la publicité en ligne, hein, c'est soit tu as un site, lui, typiquement, il vendait un logiciel de paye. Soit tu es référencé sur Google. Si tu fais un bon travail, tu arrives à être sur la première page dans les premiers résultats. Et si tu fais pas un bon travail ou si tu n'as pas fait ce travail-là du tout, tu peux payer Google pour arriver tout en haut. Et ça, tu as besoin en fait d'une personne qui gère ces publicités-là. En l'occurrence, c'était moi. Et c'était hyper cohérent avec lui ce qu'il faisait, logiciel de paie, créer une fiche de paie, etc. Donc, tu achètes des mots-clés et tu arrives à te positionner en haut. Donc j'ai bossé pour ce client-là sur sa publicité. Donc au final, j'ai appris tous les rouages de Google Ads. Et comment je suis passé à l'e-commerce, pareil, hein, toujours par rapport à ma curiosité, je me suis dit, ok, quels secteurs peuvent être intéressants et qui ont besoin de publicité en ligne. Et je suis tombé, je crois que c'était sur Instagram, sur une personne lui qui avait une agence qui travaillait avec des e-commerce. Et il faisait des coaching à l'heure un peu pour orienter développement du business. Et lui il m'a dit ok, moi je travaille avec des e-commerce sur Facebook Ads, donc aussi de la publicité mais sur Facebook. Et il m'a dit il y a un vrai besoin, c'est intéressant parce que tu peux facturer au fixe et à la perf en fonction en fait du revenu que tu génères pour tes clients. Tu peux prendre un pourcentage. Ah, Tu peux proposer ces offres-là. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais c'est un intérêt. Ça veut dire que dans les mois où c'est hyper intéressant, à Noël ou les soldes de juillet, tu peux faire exactement le même travail et gagner limite 2 fois plus. Parce que tout simplement, tu as rapporté, tu as généré plus de revenus, plus de CA pour ton client. ouais, donc tu as un pourcentage qui te revient. C'est ça. Si tu arrives à négocier ce type d'offre, souvent il y en a qui disent c'est justement c'est gagnant-gagnant. Ouais. Tu partages un peu le risque et la récompense aussi pour ton client, enfin quand ça fonctionne pour ton client. Est-ce que tu sens que toi, c'est quelque chose de motivant de travailler avec ce pourcentage? Ouais, c'est motivant. C'est pas toujours facile à vendre, mais quand ça fonctionne, ouais, c'est assez motivant parce que du coup, tu te dis, t'es récompensé entre guillemets pour ton travail. Complètement. Et surtout, ça permet de se dire, plus ça fonctionne bien, plus justement tu abordes différentes stratégies marketing, plus tu seras récompensé et ça te motive aussi à pas faire juste le minimum aussi. Là, on est en fin 2021 et idem sur Instagram. Donc, je vois quelqu'un, lui, qui a développé une agence et qui lui propose des coachings, mais sur des coachings un peu plus longs, coaching sur 3 mois. Beaucoup hésité parce que c'était un gros investissement quand même. Hein. Et je me suis décidé à faire ce coaching-là parce que le but, c'était de faire la transition entre freelance et agence. Donc là, on y vient. Là, on y vient, ouais. Là, on y vient. Parce que au final, en tant que freelance, ça me plaisait bien. Mais je voulais vraiment créer quelque chose où il y a un peu moins besoin de ma personne pour que ça tourne. Et en fait, voilà, soit tu continues comme ça en tant que freelance, soit tu peux essayer d'aller plus loin. Et c'était le modèle, entre guillemets, qui était le mieux pour moi. Mais par contre, j'ai toujours, dès le départ, je me suis dit... je fais une agence un peu muse, entre guillemets. Je sais pas si t'es à l'aise avec le terme de muse. C'est des business qui peuvent être semi-automatisés et qui demandent peu de temps de gestion par rapport à, voilà, si tu peux faire une agence avec 5 salariés, 10 salariés, 15 salariés, 20 salariés, où c'est beaucoup d'énergie. Et surtout ça s'arrête jamais entre guillemets. Tu peux travailler au final tout le temps pour essayer de développer cette agence là et il y a pas de fin quoi. Moi je me suis toujours dit je veux pas faire ça, je veux une agence juste pour me dégager du temps, sortir vraiment de l'opérationnel et continuer à créer
d'autres business à côté, d'autres muses qui, pour le coup, demandent beaucoup moins de relations clients, parce que c'est ce qui prend le plus de temps aussi avec l'agence. Trouver des clients, faire la relation client. Et en fait, il y a quelques business aussi sur Internet où il n'y a pas besoin de ça. Je prends un exemple, la formation en ligne, tu la tournes une seule fois. Si ça fonctionne, si tu arrives à bien la vendre à plein de personnes, et voilà, tu as travaillé juste une seule fois pendant une journée, 2 journées pour faire la formation. Et après, continue à se vendre, pas quasi éternellement, mais presque. En passif. En passif, ouais. Donc là, on est début 2022. Je prends ce coaching-là. Pour le coup, c'était une énorme claque. Parce qu'il y avait une grosse partie mindset au départ. Après, tout le principe de délégation, au final, quand t'es une agence, ça, c'était pas mon fort, entre guillemets. Il y avait beaucoup de choses que je faisais moi-même, qui pouvaient être délégables. Et en fait, j'avais un peu, moi, ce que j'appelle un peu le syndrome du bac plus 5. Je sais pas si c'est un vrai terme. Où, au final, quand tu es consultant ou autre, c'est vrai que là, pour le coup, tu vends ton temps à des clients, mais c'est du temps de cerveau, entre guillemets. Et il y a ça d'une part, et surtout, le côté délégation, pour moi, c'était prendre des gens à temps plein pour qu'ils travaillent 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Moi, j'avais vraiment ça en tête. En fait, mon coach me dit, non, tu peux déléguer à des personnes qui vont travailler 1 heure, quoi. 1 heure, 2 heures. Tu peux limite faire 3 tâches que tu fais qui te prennent beaucoup de temps. Tu peux les déléguer à 3 personnes. Il y en a une qui va travailler 30 minutes, une qui va travailler 1 heure. Et au final, ça te fait gagner énormément de temps. Donc ça, j'avais vraiment pas ça en tête. Il a appelé ce système la micro-délégation. Et surtout, il peut faire aussi les choses beaucoup mieux que toi au final. Moi, je passais énormément de temps, par exemple, à trouver des listes de prospects qui pourraient être intéressés par mes services. Et aujourd'hui, tu vas sur Fiverr, il y a des personnes pour $20 qui te font des listes de 1000 personnes. Tu l'as le lendemain, quoi. Tu sais pas comment ils font, mais ils le font. Ouais, donc de déléguer, de toute façon, ça t'a permis de te recentrer sur toi, ton cœur de métier, justement, Ouais, et qu'est-ce que aussi, toi tu fais aussi, de ouais. bien. Ouais, parce que alors l'avantage de ce système d'agence, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux réussir à travailler beaucoup moins, mais au début, c'est toi qui fais un peu tout, parce qu'au final, je devais faire de plus en plus de prospection. Quand j'avais des nouveaux clients, c'est moi qui prenais les clients, qui faisait l'opérationnel. Donc au final, il y a beaucoup, faut être vraiment au four et au moulin, quoi, au départ. Jusqu'au jour où, au final, j'avais atteint un certain nombre de clients qui me permettaient de recruter quelqu'un pour l'opérationnel. Donc ça s'est fait un peu par étapes. Donc ça s'est bien passé aujourd'hui. Donc j'ai une personne qui fait l'opérationnel sur tout ce qui est publicité. Et il y a pas longtemps, il y a 3 mois, j'ai ajouté un nouveau service à la boîte, donc de l'email marketing. Et donc j'ai pris aussi une personne qui va gérer les stratégies d'email marketing pour les clients. Donc là, on est 3. Ok. Pour moi, c'est le chiffre parfait. Ouais, pourquoi? Au final, tout ce qui est email marketing, donc c'est Romain, lui, il est assez indépendant sur le sujet, parce que moi, au final, c'était un service que je connaissais pas, donc j'ai pris quelqu'un qui avait quand même un certain niveau. Il gère la relation avec les clients directement sur cette partie-là, donc il fait les réunions avec les clients, et après il me fait des comptes rendus. Mais sur la partie vraiment Google Ads, moi, ce que je maîtrisais, Google Ads plus e-commerce, j'ai pris une personne que j'ai formée un peu à mes process, mes méthodes. Ça aussi, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps. Ouais. Parce qu'au final, quand t'es freelance, tout est dans ta tête. Et j'ai dû tout sortir de mon cerveau, tout mettre dans des documents, créer des procédures pour, au final, que n'importe qui, en lisant cette procédure, puisse réaliser, au final, moi, ce que je faisais. Donc ça, c'est le plus long, parce qu'il faut vraiment tout coucher sur le papier. Et je continue encore à le faire aujourd'hui. Quand je trouve des nouvelles stratégies, c'est moi qui les teste en priorité. Quand c'est testé, validé, hop, je les mets dans un doc. Et comme ça, Laura, elle peut faire ça en toute autonomie, quoi. Ouais. Donc c'est de l'investissement sur le temps, enfin sur le coût, mais derrière c'est rentabilisé parce que tu délègues et que Ouais. ça te récupère du temps. Ouais, c'est ça, ouais. Pour d'autres tâches. Ouais. Mais en fait, t'as une grosse période de transition où, au final, tu travailles toujours autant, tu gagnes un peu moins parce que tu délègues, mais après, au final, une fois que tout ça est passé, voilà, ça roule. Je veux pas dire que ça roule tout seul, mais c'est beaucoup plus simple.
Ouais. Et des fois, là, je suis toujours en croissance entre guillemets. Moi, je veux me limiter justement aussi à un nombre de clients max. Alors, il y a deux modèles dans les agences. C'est soit tu crées une agence et tu vas avoir des personnes qui vont faire tout l'opérationnel et la relation client. C'est-à-dire que toi, tu es juste le fondateur de l'agence, tu représentes l'agence, etc. Et ensuite, tu fais plus du tout l'opérationnel. Tu vas avoir une personne qui va gérer la relation client plus l'opérationnel. Moi, par contre, j'ai voulu garder tout ce qui était relation client. C'est moi qui fais les réunions avec les clients, c'est moi qui propose des stratégies. Pourquoi ? Parce qu'au final, j'ai 4 ans, j'ai 3-4 ans d'expérience sur Google Ads, sur le e-commerce. Et comme je te disais, moi, le côté curiosité, toujours avoir envie d'apprendre des nouvelles stratégies, ça, c'est compliqué à déléguer, entre guillemets. Parce que moi, je repense à moi quand j'étais salarié. Est-ce que sur mon temps de week-end, j'avais envie de faire une formation pour apprendre à mieux faire mon travail ? Pas Pas spécialement. spécialement. Et même moi, en déléguant, je me vois pas imposer ça. J'ai pas envie d'imposer ça. Donc moi, je continue à le faire en fait. Et au final, ça me plaît, ça me plaît. Mais du coup, je suis quand même présent un peu opérationnellement sur l'agence, sur tout ce qui est stratégie et relations clients. Et du coup, si je veux parler à tous mes clients quasiment de manière quotidienne, je peux pas le faire avec 10, 15, 20 clients. 10, je pense que c'est le max. Puis même pour Laura aussi, pour qu'elle gère les comptes de manière efficace, 10 clients aussi, je pense que c'est l'idéal. Parce qu'il y a beaucoup d'agences qui pressent un peu leur média buyer, ça s'appelle ce qu'elle fait. Et pour moi, quand tu gères 20 comptes tout seul, c'est compliqué d'être bon. Et je pense que tu fais passer beaucoup de choses un peu à la trappe, quoi. C'est hyper intéressant parce que du coup, toi, tu plafonnes justement ton nombre de clients pour justement te dégager du temps Ouais. et pouvoir muser ton agence. Je sais pas si C'est ça... exactement ça. Mais tu vois, là, par exemple, on est ensemble sur ce podcast. Personne n'est au courant. J'ai dû prévenir personne. Je vais sortir et je répondrai aux messages après, quoi. Et ça pourrait durer toute la journée. Je pourrais répondre en fin de journée, écrire un Slack, et puis c'est bon. Ouais. Mais là, vu que je suis encore dans cette période de croissance, un peu transition, je continue encore à bosser j'allais dire autant, hein, parce que aujourd'hui, moi, je traque mon temps, donc je bosse à peu près 5h30 par jour. Ouais. 6 heures quand c'est des grosses journées. Et au final, j'ai pas envie de faire plus, déjà. Et je sais que quand j'aurai atteint mon max, je ferai moins, pour le coup. Enfin, moins pour ce business en particulier. Ça me laissera plus de temps pour aller développer des choses ailleurs, quoi. Est-ce que tu as justement des projets un peu pour le futur quand tu auras un peu dégagé plus de temps ? Est-ce que j'ai des projets ? Ouais, j'en ai encore. J'avais des projets que j'avais l'an dernier, mais au final, ce que je t'ai dit par rapport au focus, j'ai décalé. Donc en fait, tout l'an dernier, vraiment, je me suis concentré sur le développement de l'agence. Là encore un peu aujourd'hui. Après, les business que j'ai envie de développer, c'est pas mal de business en affiliation, formation aussi. Donc aujourd'hui, je fais pas mal d'appels avec des prospects et en fait, t'as pas mal de personnes qui ont pas assez d'argent pour déléguer à une agence. Et en fait, comment les aider ? Moi, je pense par exemple créer une formation en ligne pour apprendre ce que je fais au final, ce qu'on fait à l'agence, directement aux clients, quoi, la vendre directement à des prospects. Donc au final, je tourne la formation une seule fois et après je peux la vendre plusieurs fois. Pour l'instant, c'est tout. Mais voilà, j'ai plein d'idées en tête, en tout cas, quand j'aurai le temps de le faire et l'envie surtout. C'est hyper intéressant parce que maintenant, du coup, les activités que tu vas te rajouter, Ouais. elles ont toutes quand même un lien avec la passivité. C'est que c'est vraiment important pour toi de toujours recréer quelque chose qui est décorrélé. De décorréler ton temps de ton argent, enfin de l'argent de ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi du coup c'est aussi important pour toi d'être libre de ton temps ? C'est une question de lifestyle, c'est une question d'envie de vivre comme ça. Enfin, voilà, explique-moi ce qui te motive principalement. On a chacun nos raisons. Alors il y a deux choses. Donc déjà être le plus libre de mon temps.
mais surtout le plus libre de la charge mentale. Pour moi, ça joue aussi énormément, parce qu'au final, quand tu es freelance, bah, tu bosses pour des clients, mais tu dois quand même tu dois être garant quand même d'un certain résultat. Nous, à l'agence, on a gagné des clients, on a perdu des clients. Bah, au final, quand avec un client, ça se passe mal, bah, t'y penses, au final. T'y penses. Souvent, il peut y avoir plein de problèmes avec des clients, même une relation qui se passe pas bien. Et tu dois t'es un peu redevable aussi, parce que bah, tu fournis un service, ils te rémunèrent en conséquence, donc t'es redevable aussi du maintien de la performance. Donc ça, j'imagine pas quand t'as une grosse agence avec même 30-40 clients. Honnêtement, je sais pas comment ils arrivent à dormir sur leurs deux oreilles. Et voilà, moi, c'est ça que je veux limiter. Aujourd'hui, bah, il y a des clients avec qui on travaille depuis 1 an, ça se passe super bien. Et en fait, plus la relation est longue, moins il y a de charge mentale, parce qu'au final, bah, quand ça marche bien et que ça continue à bien marcher, bah, voilà, c'est OK. Et en fait, si je me dis que je veux par exemple doubler mon chiffre d'affaires avec l'agence et bah, faire le même chiffre d'affaires supplémentaire avec un autre business qui ne demande pas du tout de relations clients, pas de charge mentale, bah, honnêtement, je choisis 100% du temps la deuxième solution, quoi. Ah ouais. Ouais, parce que vraiment en termes de liberté d'esprit, de me dire me lever et je suis hyper serein. Là, tu vois, on est jeudi. Même le vendredi, je prends pas de réunion, par exemple, pas de call. Bah, si je veux, demain, je travaille pas, par exemple. Et ça, pour moi, ça a vraiment pas de prix, quoi. Est-ce que c'était quelque chose que je visais au départ? C'est une bonne question. Pas forcément, parce que je savais qu'au départ, honnêtement, tu peux pas vraiment le faire, hein. T'es en construction de ton entreprise, etc. Donc tu peux pas te permettre. Mais je pense que ouais, j'ai quand même fait ça avec cette optique-là. Ouais. Petit à petit, tu as senti que c'était quelque chose que tu désirais de plus en plus, Ouais. Bah, t'appréciais de plus en plus. C'est clair. Ouais. Et maintenant, c'est impossible de faire retour en arrière, là, Ouais, j'imagine. pour revenir même sur mon ancienne expérience, c'était avant le Covid, hein, quand j'étais en CDI. Et dès 2017, on pouvait prendre des jours de télétravail sans réellement prévenir ou juste en envoyant un texto. Et pour moi, ça, c'était la liberté ultime, quoi, de me dire, moi, j'ai la flemme d'aller au bureau, j'y vais pas, quoi. Ouais, ça, ouais, en tant que salarié CDI, avant le Covid, c'était hyper rare. Et j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur une boîte, où on pouvait faire ça. Ouais. Et en fait, bah, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de répliquer, quoi. Donc, ouais, t'avais déjà quand même des pistes que t'aimais cette liberté-là. Et que Ah ouais, pour moi, ça a vraiment pas de prix. Bah, justement, là, on est au Vietnam, on était, avec ma copine, on était à la baie d'Along, il y a 2 semaines. Ouais. Donc, sur samedi, dimanche, lundi. Et sur le lundi, bah, j'ai prévenu personne, en fait. J'ai prévenu personne. J'ai regardé une seule fois ma messagerie, j'ai répondu aux clients, j'ai répondu à Laura, j'ai répondu à Romain. Ça m'a pris 10 minutes et personne ne savait que j'étais off. Et ça, est-ce que tu peux le faire en ayant une grosse agence à Paris avec des employés où t'es pas en remote? Impossible. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, particulièrement, c'est... Donc, t'as pris plein de virages à chaque fois. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était toujours motivé par justement de la liberté, un lifestyle, quelque chose qui a rien à voir avec même la tâche, entre guillemets, du boulot. C'est plus ce qui satellite autour du job qui te motive et qui t'intéresse et qui... Ouais, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est toujours ce qui t'a motivé à chaque fois? Tu vois, la finance, il y avait un truc qui te plaisait dans le lifestyle. Ouais. La digital nomade aussi, ah oui, parlons peut-être un petit peu aussi de ça. T'es digital nomade depuis combien de temps maintenant? Bah, quasiment depuis le début que je suis indépendant, depuis 2019. Il y a eu le Covid entre-temps, mais globalement, ouais, depuis 2019. Et ouais, par rapport au lifestyle idéal, c'est vrai que j'avais tendance à idéaliser à chaque fois des domaines dans la finance. Alors, je sais pas si tu regardes des Suits. Si. Mais tu vois, moi, je me voyais en Harvey Specter, quoi. J'adore. C'est marrant parce que quand tu m'as parlé de la scène des entretiens, justement, tout le monde en costard cravate, j'ai pensé directement à Suits. Je me voyais vraiment ça. C'est hyper idéalisé. Et au final, quand tu te retrouves dans un bureau juste avec des faux plafonds et que t'es sur ton ordi toute la journée,
ça ressemble moins à la vie d'Hervé Specter, quoi. Entre guillemets. T'as été déçu, hein. Enfin, ouais, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que du coup, t'as le lifestyle, mais est-ce que ça matche pas toujours ce que t'avais en tête, en plus? Ouais, non, clairement, clairement. Et surtout, j'avais pas forcément pensé aux relations ou au type de personnes qui peuvent évoluer dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai qu'au final, moi, j'avais une vision un peu Harvey Specter. Au final, j'étais pas du tout comme lui, déjà, d'une part, ni comme ses collègues. Et j'aurais dû me dire, il y a un décalage, quoi. Mais au final, je pensais que ce décalage pouvait faire ma force, entre guillemets. Mais au final, quand tu as très peu de sujets en commun, que tu fais pas du tout les mêmes choses, et qu'on te prend pour un ovni parce que t'écoutes telle ou telle musique, bon, au final, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, quoi, d'être le mec à part. Et surtout, t'as envie d'être un peu plus naturel, quoi. Donc c'est plus ça aussi, le cadre, le fait d'être soi-même, c'est ça aussi qui m'a poussé à aller dans telle ou telle direction, quoi. Et du coup, non, à chaque fois, là, sur toutes mes expériences, au fur et à mesure, j'étais de plus en plus moi-même. Là, aujourd'hui, pour l'agence aussi, j'assume aussi ce côté, enfin, moi, je veux faire une agence un peu muse, créer des muses aussi à côté. Et je sais qu'il y a d'autres voies aussi pour les agences où on est plus dans le prestige, dans signer des beaux noms, etc. Moi, au final, je veux juste aider mes clients à mieux performer, qu'ils soient des boîtes connues ou pas connues, ça m'intéresse pas spécialement, quoi. Le prestige lié à ça, parce que ça peut être un bon vecteur de prestige, avoir une agence reconnue, etc. Moi, je fais plus les choses un peu dans l'ombre, un peu en sous-marin, et si ça fonctionne, tant mieux, quoi. C'est ce que tu préfères? Tu t'identifies plus à ça Ouais. qu'au côté prestige, bling bling? Ouais, clairement, ouais. Clairement, ouais. Moi, je suis pas du tout sur Instagram. Ouais, il y a deux choses, c'est que justement, je travaille avec des e-commerce qui sont assez à un stade assez évolué. Et honnêtement, moi, mes clients, ils sont pas sur Instagram, donc c'est pour ça que je poste pas je poste pas beaucoup sur Instagram. Et je fais beaucoup de prospection, donc c'est un peu une technique de l'ombre où j'envoie des emails à des personnes. Soit ils répondent qu'ils sont intéressés, soit ils sont pas intéressés, mais j'aime bien aussi cette technique dans le sens où des fois j'ouvre ma boîte mail et j'ai un rendez-vous, quoi, sans avoir fait 30 000 vidéos sur Instagram, 30 000 vidéos sur YouTube ou autre. Alors je sais, peut-être que ça marche pour certains. Moi, je privilégie les techniques un peu qui demandent le moins de présence de moi-même, qui sont les plus rapides à mettre en place. Et si je suis pas visible, c'est pas très grave. Tant que moi j'ai des clients, ça me va, quoi. Ouais, c'est hyper polé-polé comme philosophie. Donc, particulièrement pour ça aussi que je voulais t'interviewer. C'est parce que je renvoie du coup pour ceux qui n'ont pas écouté l'interview aussi avec Alexa, Ouais. qui elle a une agence qu'elle a scalée. Et Ouais. comme elle dit, ça peut être scalé à l'infini. Une agence, il n'y a pas de limite. Mais toi, vraiment, tu te fixes la limite exprès pour garder un équilibre de vie qui, toi, te correspond plus. Ouais. Et c'est vraiment tout quand on décortique un peu tout ton parcours, à chaque fois d'arriver à un truc encore plus authentique et encore plus toi et d'assumer encore plus qui tu es. Ouais, c'est clair. Ça. Ouais. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué de l'assumer. Pour moi, le plus dur à assumer quand tu commences à être indépendant, etc., c'est que tu as des idéaux ou autres. Mais en fait, ce que tu fais au quotidien, tes résultats, ça ne matche pas du tout avec ça. Et là, c'est compliqué d'assumer. Mais c'est vrai que quand ça tourne bien, tu peux assumer ce côté-là. Par exemple, au début, je bossais beaucoup, mais c'était plus est-ce que je me disais réellement que bosser beaucoup, ça va me faire avoir de meilleurs résultats, ou c'était plus dans le sens il faut bosser beaucoup parce que c'est comme ça, quoi, entre guillemets. Là, aujourd'hui, je bosse 5h30. Moi, honnêtement, si dans 2-3 ans, je peux bosser 4 heures par jour, je le fais sans hésiter, quoi. Même si alors, est-ce que c'est mal vu d'un point de vue de la société ou autre, ça m'intéresse pas, je m'en fiche un peu, quoi. Je m'en fiche un peu, et pour moi, c'est vraiment un objectif de lifestyle, entre guillemets, que je souhaite atteindre. Et si je veux avoir une agence reconnue, connue, numéro 1, etc., sur un marché, ça peut pas du tout être en accord avec ça, en tout cas. Ouais, ça corrèle pas avec la vision de la vie que tu veux. Ouais, non, pas du tout. Ouais. Mais surtout, je sais que créer des business à côté, c'est assez simple. Moi, je commence à avoir pas mal de compétences en marketing ou autre, même à force de travailler avec des clients.
tu commences à avoir un œil un peu différent, et surtout c'est les rencontres que tu peux faire. Moi, elles sont beaucoup virtuelles entre guillemets. Je suis dans des groupes Discord ou autre, ou sur des Twitter, où les mecs ils ont 23 ans, ils travaillent 2 heures par jour, et ils gagnent plus d'argent que moi. Oui. Et les mecs sont inconnus, et en fait ils ont juste comment dire, un business model qui est pas du tout orienté prestige. Et moi, honnêtement, c'est vraiment ce que je privilégie, ouais, ce qui m'inspire le plus. Ouais, complètement. Ouais. J'ai plus d'estime pour c'est un peu l'expression sur Twitter des mecs un slip qui font leur argent dans leur chambre, que tous ceux qui sont sur les plateaux de BFM ou Forbes. Moi, j'ai plus d'estime pour la première personne que pour la deuxième. Pour toi, du coup, en termes de passivité, c'est quoi le système idéal Alors, la passivité ultime pour moi, c'est ce qui est immobilier, bourse. Ouais. Mais ça, c'est plus un objectif à plus long terme. Je sais pas si tu connais le mouvement FIRE. Non. C'est Financial Independent Retire Early. Donc, tous ceux qui prennent une retraite précoce grâce à l'indépendance financière. Il y a beaucoup c'est très connu aux États-Unis. En France, un peu moins, ça commence. Et en fait, c'est des personnes qui vont investir suffisamment pour en fait avoir un rendement, une rente, sans avoir besoin de travailler. Donc, ça, c'est un objectif à plus long terme. Et moi, pour moi, c'est la passivité extrême, quoi. Donc, ça me dérangerait pas d'être un nobody entre guillemets, mais qui fait ça, quoi. Alors qu'il y en a qui ont plus une volonté d'être sur les feux de la rampe, entre guillemets. Moi, je suis plus partisan de ce premier modèle-là. Ouais. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point à chaque fois c'est motivé par ça, quoi. Toutes tes opportunités que tu te rajoutes sont motivées par... Moi, l'idée, c'est de minimiser la contrainte. Là, je me rends compte que quand j'ai 3 réunions par jour, je suis lessivé, quoi. Et quand aujourd'hui j'ai pas de réunion, demain j'ai pas de réunion, moi, c'est les journées parfaites, quoi. Donc il y a ça qui joue, et surtout ce premier business d'agence, là où j'en suis et là où je veux aller, ça va me permettre de continuer à évoluer sur cette voie, de me dire, voilà, si j'ai 2 jours par semaine avec que des réunions et après j'ai 3 jours hyper libres, pour moi c'est à dire que sur ces 3 jours, c'est à dire que je suis pas obligé d'être sur mon bureau, je suis pas obligé de travailler, et pourtant ça continue à tourner, quoi. C'est J'adore, c'est hyper inspirant, et vraiment de voir qu'à chaque fois, t'as un step supplémentaire sur... tu décorrèles à chaque fois encore plus ton temps que de l'argent, sans pour autant ne pas avoir d'ambition financière, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as toujours des ambitions financières qui évoluent et qui sont, j'imagine, grandissantes, mais il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de mettre en place des choses où tu peux atteindre, en effet, tu peux monter en chiffre d'affaires en diminuant ton temps. Ça, c'est le truc ultime, et c'est vraiment ce que tu recherches, quoi. Mais clairement. Surtout aujourd'hui, donc délégation, micro-délégation. L'IA aujourd'hui, là, ça m'a fait gagner énormément de temps sur une tâche que je déléguais, que maintenant je délègue plus, et que je peux faire 10 fois plus rapidement. Mais là, on est encore au début. Et honnêtement, si tu arrives à prendre le train en marche de l'IA, tu peux aller très très loin. En fait, l'avantage quand tu es indépendant ou freelance ou autre, c'est que t'as pas besoin de faire valider des idées ou autre, et surtout, tu peux, plus tu fais du chiffre d'affaires, plus tu peux déléguer, et au final, moins travailler toi-même, quoi. Si tu prends par exemple un avocat qui est très bien payé, au final, il a atteint un stade où tout son salaire, entre guillemets, dépend de lui, de son cerveau, de son intelligence. Tu peux rien déléguer, tu peux pas gagner du temps grâce à l'IA. Peut-être que oui, je sais pas. Mais moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le côté dans le freelancing aussi, dans l'indépendance, c'est que il y a une nouvelle chose qui sort, tu la testes, si ça marche pour toi, très bien, si ça te fait gagner du temps, très bien. Et c'est trop bien, en fait. C'est une vraie aide, et ça permet de faire beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement, ou ne pas les faire, tout simplement. Ça te laisse la liberté de pouvoir tester, de pouvoir... Non, clairement, ouais. Et surtout par rapport à ta curiosité aussi, j'imagine que... Oui, aussi, parce que je pense que... là, on parle d'IA, avec Eric, on parle d'IA ou autre.
Mais c'est vrai que en dehors du monde du freelancing, bon, les gens ont entendu parler de ChatGPT vaguement, parce qu'ils l'interdisent dans les mairies ou autre. Mais moi, je peux le dire que ça a changé la trajectoire que je vais avoir là dans les prochains mois. Là. Bah, alors typiquement pour la prospection, faut un minimum personnaliser tes messages. Donc moi, à la base, je déléguais à une personne qui allait lui donner un fichier client. Il allait sur le site, il cherchait une phrase unique un peu sur l'entreprise et il la mettait dans un fichier Excel. Et au final, comme ça, moi, j'ai tous mes mails qui commencent par une phrase unique. Oh là là. J'ai adoré vos produits. Ah, c'est trop bien de faire ça, produit en France, etc. Donc, je déléguais à une personne. Et ça, aujourd'hui, je le fais avec ChatGPT, qui fait le même travail que lui. Et du coup, je fais x2, x3 sur ma prospection aujourd'hui. Ouais. Oh grâce là. à ça, ouais. Et donc, alors, c'était compliqué à trouver. Faut chercher un peu par soi-même. Tu vois, ça, par exemple, je peux le faire en dehors des heures de travail ou un samedi matin ou autre. Je considère pas que c'est du travail. Mais une fois que c'est trouvé, l'avantage aussi des process ou autre, c'est que tu fais les choses une fois. Et après, une fois que c'est fait, ça te prend beaucoup moins de temps. Parce que c'est plus du temps de mise en place. Et une fois que c'est fait, tu peux le faire tourner tout seul ou voire déléguer. Tu gagnes du temps derrière. Je gagne énormément de temps, ouais. Même pour... au quotidien, même pour par exemple sur YouTube Ads, il faut faire des publicités avec des scripts. Je fais le script une fois, ça vient de mon cerveau, et après je donne le script à ChatGPT et je dis fais-le pour telle marque. Et en fait, je changeais complètement le texte, mais ça part quand même d'une idée de mon cerveau. Ouais, c'est un assistant personnel. C'est un assistant, ouais. Les gens justement le voient comme ça en disant c'est nul, c'est nul pour faire de la rédaction ou autre. Mais en fait, c'est très bien pour quand toi, tu as déjà fait quelque chose de bien, tu lui donnes en exemple et tu lui demandes de reproduire pour un autre secteur, pour un autre domaine ou autre. Ça fonctionne très bien. Et ça, je l'ai trouvé aussi un peu par hasard, quoi. En testant. Ouais, c'est ça. Typiquement pour les phrases, si je lui donnais le site en lui disant fais-moi une phrase personnalisée pour cette marque, il faisait n'importe quoi, il partait complètement en live. Et en fait, j'ai pris les phrases de la personne qui je déléguais et je dis voici 10 phrases en exemple. Fais pareil pour telle marque, et là, c'est parfait. Parce qu'au final, il copie le style, il fait très bien. Et voilà, ça me fait gagner énormément de temps. Bon, du coup, j'ai empêché un freelance de faire plus de chiffre d'affaires. Mais je lui ai dit, si tu as d'autres clients, fais-le comme ça, tu seras payé pareil, tu travailleras 10 fois moins. C'est vrai, même pour lui, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Ouais. Justement, d'ailleurs, sur l'IA, beaucoup de gens disent « Ah, ça va remplacer énormément de métiers, etc. » Alors moi, je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de décisionnaires ou autres qui connaissent pas déjà, d'une part. Mais je pense que en fait, c'est juste les exécutants qui vont pouvoir travailler beaucoup plus vite et faire plus de choses. Moi, je vois plus ça comme ça. Faire plus de choses dans le même temps imparti grâce à l'IA plutôt qu'être complètement remplacé, viré, quoi. Donc, moi, je vois ça comme ça, ouais. Ouais, parce que c'est pas du tout le discours que j'ai tendance à entendre en ce moment. C'est vrai. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Ouais. C'est hyper intéressant. Parce que pourquoi au final tu délègues une tâche, c'est souvent que t'as pas envie de le faire, quoi. Ouais. Qu'est-ce que un dirigeant va avoir envie de passer 3 heures à se former ChatGPT alors qu'il peut dire à son employé tiens, utilise ChatGPT, tu pourras travailler 30 fois plus vite. C'est vrai. C'est comme ça que je le vois. Mais bon, on est plus dans une volonté où les gens veulent l'interdire qu'autre chose. C'est un autre débat. C'est un autre débat. En tout cas, je te souhaite justement que ChatGPT t'aide au maximum dans tous tes futurs projets, dans tes futures muses. Ouais, il va me remplacer au fur et à mesure. L'avenir nous le dira, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'entends que c'est complètement un outil aussi, au-delà de ChatGPT, mais l'IA pour justement encore plus gagner de temps dans tes futures activités. Donc ça aligne complètement avec ce que tu veux pour la suite de tes... C'est arrivé à point nommé. Exactement, j'avoue, ouais, ça arrivé un peu à un point nommé pour toi, ouais. Non, clairement, ouais. Écoute, merci Fabrice de nous avoir partagé tout ça. De rien. C'était hyper intéressant, j'ai adoré notre échange. Moi aussi. C'est des choses que je dis très peu au final, hein. Oui, comme tu... Mec de l'ombre. Voilà, c'est ça. Donc, je suis très honorée de t'avoir fait un peu sortir de l'ombre aujourd'hui. Et que t'aies pu nous partager un peu de ta tête. Mais c'est pas fini. Je finis mes interviews en demandant à mes invités de me poser une question. Donc, je ne la connais pas d'avance. Donc, je te laisse me la poser. Je suis très curieuse. Ok, une question. Alors, c'est issu d'un livre que je suis en train de lire en ce moment. Ok. C'est quoi, toi, les mauvais conseils
que tu entends souvent dans ton domaine, ou même dans le freelancing en général? Les mauvais conseils? Les mauvais conseils, des conseils qu'on donne alors qu'en fait c'est des mauvais conseils. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai pensé à un truc ce matin. Et ça rejoint vachement Paul Paulé. OK. Parce que je trouve qu'un mauvais conseil, c'est justement de se dire, de travailler toujours plus, d'être toujours dans la quantité du travail plutôt que d'être dans l'efficacité, de la chose. Et maintenant j'étais beaucoup justement à me dire, plus tu travailles, plus c'est une question d'ego, je pense aussi, hein, mais plus tu travailles, plus tu as l'impression que tu vas délivrer de la valeur, alors que c'est pas du tout corrélé. Et il y a des manières beaucoup plus intelligentes de travailler. Donc le côté un peu hustle, et tu vas y arriver, et tu vas... Voilà. Je trouve que c'est un conseil qui est un petit peu trop répandu. Il est important aussi alors hustle, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment charbonner, quoi. En français, je sais pas C'est la bonne traduction. C'est la bonne traduction, je pense. Mais de charbonner, moi je pense que justement, c'est contre-productif parce que tu finis par t'épuiser. Et en fait, si t'es sur un jeu de long terme, à un moment donné, si vraiment c'est te forcer à chaque fois et que tu prends plus de plaisir et que tu vois ça vraiment comme... j'ai presque envie de dire, et que tu vois ça comme du travail, je vais dire le mot, dans le côté vraiment négatif du travail, où tu as l'impression que vraiment tu te forces à faire quelque chose pour de l'argent. Ouais. Je pense que réellement, à un moment donné, ça s'épuise et tu te dégoûtes, et sur le long terme, ça a des conséquences. Ah, c'est clair. Ouais. Donc, moi, je suis fervente partisante du côté où ça peut être gagnant-gagnant. Et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, justement, avec aussi toute ta philosophie que tu viens de nous partager, de recentrer ses journées en s'écoutant un peu plus et en tapant justement à des moments où si tu as envie de charbonner, tu charbonnes, mais de plus être dans le forcing non plus. Bah c'est un conseil qu'on donne beaucoup, surtout quand tu débutes. Alors ça peut être un bon conseil et un mauvais conseil. Il faut juste se dire, bah, si je travaille beaucoup, est-ce que je le fais réellement pour quelque chose qui sert réellement, quoi. Faut se dire, est-ce que cette tâche me fait avancer? Oui, non, ou pas, quoi. Au début, c'est vrai que moi je travaillais beaucoup en me disant, bah, si je travaille beaucoup, enfin, si je réussis pas, entre guillemets, si j'atteins pas mes objectifs, c'est parce que je travaille pas assez. Là, aujourd'hui, quand je vois que ChatGPT existe, bah, en fait, c'est pas une histoire de pas travailler assez, c'est que, bah, là, si je fais 2 fois plus en 2 fois moins de temps, c'est pas une question de travail, quoi. C'est une question de travailler intelligemment. Dès le départ, je me suis dit, ok, est-ce que cet outil peut me servir? Ouais. J'ai mis du temps à le paramétrer pour que ça fonctionne bien, mais ça y est, une fois que c'est fait, voilà. Et au final, bah, je vais me dire ça aussi au fur et à mesure. Est-ce que cette tâche a vraiment un impact? Est-ce que ça me fait vraiment avancer ou pas? Ou est-ce que c'est juste du travail pour du travail? C'est aussi le syndrome du bac+5, où quand t'as fini ton taf à 3h, bah, tu dois rester jusqu'à 18h. Bah là, non. Plus besoin de faire ça. Ouais, c'est de sortir de ça, c'est de travailler beaucoup plus intelligemment, et que c'est pas parce que c'est concrètement de travailler de 9h à 5h, si tu peux avoir fait la même chose par exemple de 9h à 11h du matin peut-être. Ouais. Après, faut le savoir aussi, quoi. C'est plus ça. Donc, alors je sais pas si il y a des coachs en organisation ou productivité ou autre. Mais tu vois, même par exemple le coaching que j'ai pris à l'agence, le moment où il m'a dit, ok, ce que je fais, je mets 3 heures par jour pour le faire et je peux le déléguer pour $50 à quelqu'un qui va le faire beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité. Bah, si tu le sais pas, tu vas pas l'inventer, quoi. Donc c'est aussi ça. Ouais, c'est ça, faut le savoir, en effet. Faut le savoir. Faut connaître les systèmes qui te permettent de gagner du temps et de travailler plus intelligemment. Ouais, c'est clair. Et une fois que t'as ça, de capitaliser là-dessus pour... bah justement, ouais, c'est plus une question... Mais je pense qu'en effet, c'est une question de mindset à shifter. Ouais. Bah c'est tout l'avantage, hein, c'est que tu peux aller chercher... moi, je consomme beaucoup de contenu américain. Je le fais même quand je suis à la salle de sport ou autre. Et des fois, dans une vidéo, bah, y a un truc qui va changer complètement la trajectoire de ce que je faisais, quoi. Et ça, pour moi, ça a pas de prix aussi, dans le sens où bah, ça se trouve dans 3 mois, bah, mon agent, je vais travailler une heure par jour dessus, quoi. Ce qui est très probable d'ailleurs. Allez, peut-être 2 heures. Et est-ce que j'ai un deuxième mauvais conseil?
Ouais, je sais pas si c'est un mauvais conseil que j'entends particulièrement en ce moment, mais il y a un truc que je prends un peu à contre-pied Ouais. depuis un peu de temps, c'est et je pense que c'est depuis le Kilimandjaro que ça m'a redonné un peu une vision différente, mais de reprendre les tâches du quotidien en visualisant vraiment le long terme et de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que si tu veux vraiment lancer un projet, de bien visualiser et de bien comprendre ce que tu veux pour t'inspirer des tâches du quotidien. Et de pas être le matin, des fois, je fais ça beaucoup en ce moment, c'est de reprendre suffisamment de hauteur le matin, mais vraiment, je peux aller très loin dans ma tête pour m'inspirer mes tâches du quotidien, au lieu de juste rester zoomé dans ma tête, rester zoomé sur ma to-do de la journée, Ouais. en disant aujourd'hui je fais ça, voilà. Non, de prendre vraiment beaucoup de hauteur. Mais des fois, ça peut prendre genre 30 secondes, de juste revisualiser le projet à long terme. S'il y en a qui sont intéressés par la visualisation, vous pouvez regarder sur Internet, mais je suis convaincue que ça peut inspirer des choses dans son état d'être aussi. Et on se comporte différemment aussi quand on visualise réellement notre objectif lointain. Ouais. Alors que des fois, quand on est vraiment focus on voit que les problèmes, on voit Non, que... c'est clair. Tu vois, je pense Ouais. qu'il y a vraiment une position qui change. Donc, de voir très loin, des fois en 30 secondes, pour se remettre dans un moment à l'instant T qui s'aligne avec ce qu'on veut pour après. Ah ouais. Bah, c'est marrant que tu parles de visualisation parce que moi, sans ça, je serais devenu fou. Hein. Ah ouais? Bah, au final, parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens justement qui disent bah, la voie d'être indépendant, etc. Tout est rose, tout est beau. Loin de là. Et au final, moi, un peu au quotidien, bah, toujours avec cette idée d'idéaliser ma vie idéale. Et dans les journées où il y a rien qui va, si je me disais pas ça, mais je me dis j'arrête quoi. Je me dis donc c'est toujours en me disant si je continue sur cette voie, bah, j'atteindrai justement le mode de vie idéal que j'ai envie d'atteindre. Ouais. Et ça, c'est beaucoup de visualisation parce que quand t'es justement la tête dans le guidon et t'as passé une journée naze et qu'il y a rien qui va, je me dis, bah, si je continue dans cette voie, je persévère, bah, ça ira mieux, quoi, au final. Ça te permet de sauter les obstacles, Ouais. sinon c'est Clairement, impossible. clairement. Parce que c'est ouais. Tellement de difficultés, tellement d'échecs. C'est un peu les montagnes russes hein, quand t'es indépendant. Donc voilà, quand t'as des bonnes journées, tout va bien. Quand il y a des mauvaises, faut vraiment se rappeler pourquoi tu fais ça, quoi. Et si t'as pas c'est cliché, hein, si t'as pas de why, C'est vrai. ouais, compliqué de tenir. Ouais. Si t'as pas le pourquoi tu fais ça, c'est compliqué de tenir sur la durée. Non, Quoi. c'est clair. Ouais. Mais du coup, moi, ça m'intéresse de savoir, c'est quoi, toi, tes mauvais conseils, les mauvais conseils t'as l'habitude d'entendre? Moi, le premier auquel je pense quand je pense à un mauvais conseil, Ouais. c'est justement tout le monde peut se lancer comme ça du jour au lendemain, sans capital, en partant de zéro. Tu peux le faire, mais le temps que tu vas prendre à bien vivre de ton activité et la sérénité que tu peux avoir bah, quand tu as un capital de départ et ou des compétences, pour moi, ça a rien à voir. Quoi. Là, j'y pense maintenant, mais moi, je serais allé 2 fois plus vite si, bah, dès le départ, j'avais eu plus de capital en me disant, voilà, tu peux acheter tel logiciel qui va te faire gagner tant de temps. Et en fait, tu te dis, il y a beaucoup de gens qui se disent, freelance, c'est juste vendre son temps contre de l'argent, mais pour moi, c'est même une entreprise quand t'es freelance. Et tu prends l'exemple de n'importe quelle entreprise qui se lance, une entreprise qui se lance avec 0 moyen, bah ça va être compliqué pour elle de grandir. Rechigner parce que tu dois acheter un logiciel qui va te servir au quotidien, rechigner parce que justement tu veux dépenser le minimum d'argent, tu vois, ça va te faire perdre plus de temps qu'autre chose quoi au final. C'est comme ça que je le vois. Donc mauvais conseil pour moi de lancez-vous avec 0 capital en partant de rien. Tu vois, moi par exemple, je me suis formé au site web quand j'étais encore en CDI. Ça sera un conseil que je pourrais donner, un bon conseil que je pourrais donner. Bah écoute, merci beaucoup Fabrice pour notre échange. Bah de rien. C'était hyper intéressant comme échange. Mais ouais, j'étais surprise, je pensais pas qu'on irait sur l'IA, voilà, C'est à la mode. Ouais, mais c'est hyper intéressant justement. Ouais, c'est complètement à la mode, mais d'avoir ton point de vue là-dessus, Ouais. ça m'intéressait d'autant plus et de faire le parallèle aussi avec
ton futur et tes futurs projets. Donc voilà, mais on a parlé de plein de choses. J'espère que tous ceux qui nous regardent et nous entendent auront tiré plein de valeurs, mais ça, j'en doute pas. J'espère aussi. J'en doute absolument pas. Merci beaucoup. De rien. Bon retour en France, parce que du coup, tu rentres ce week-end en France. Mardi, j'arrive en France. T'arrives à en Bordeaux. France. Ouais, tu retournes à Bordeaux voir un peu la famille. Exactement. Donc, profite bien, ça va te faire du bien, j'imagine. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Merci, et toi aussi. Et on se retrouve sur la route très vite, j'imagine. Merci Fabrice. Merci à toi Mathilde. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux, et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, polé polé.